Chaque exploration de l'espace nous rapproche de la réponse à la question principale. À quel point l'univers est-il vraiment mystérieux ? Chaque fois que l'humanité envoie un nouvel appareil dans l'espace, c'est un véritable voyage dans l'inconnu qui commence. Là où la température peut descendre en dessous de moins 200 degrés et où la distance jusqu'à la Terre se mesure en milliards de kilomètres. Certaines de ces missions dévoilent des mondes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence auparavant. Des satellites mystérieux comme Triton, des planètes anciennes et des phénomènes cosmiques étranges qui déconcertent encore les scientifiques aujourd'hui. Aujourd'hui, nous partons pour l'un de ces voyages. Voulez-vous en savoir plus sur une lointaine base intermédiaire entre le système solaire et l'espace profond ? Voulez-vous découvrir un monde qui nous est étranger, dont de nombreux phénomènes défient toute explication et compréhension rationnelle ? Alors préparez-vous à un long voyage, car cette planète se trouve à des millions de kilomètres de la Terre. Bienvenue sur l'étonnant Triton, le satellite le plus célèbre de Neptune. Salut, abonne-toi. En raison de son éloignement considérable dans toute l'histoire de l'astronautique, pour être précis, seule la sonde Voyager 2 est passée une fois près de cette petite planète. Это случилось в 1989 году. Dans le cadre de son voyage de transit près de Neptune, Родительской планеты ледяной Луны. voici la première photo de Triton prise à bord de la sonde. Cette image est unique car, avant elle, la Terre n'avait jamais étudié quelque chose de semblable, surtout depuis un endroit aussi éloigné. À quoi ressemble Triton, l'inaccessible et glacé ? Voyager 2, malgré une brève rencontre, a découvert sur cet astre une série de phénomènes inhabituels auxquels la science moderne n'apporte pas encore d'explication satisfaisante. Le premier regard jeté par la sonde légendaire sur la Lune de Neptune l'a révélé au monde dans toute sa splendeur. Il est remarquable que Triton ait été le dernier objet observé par Voyager 2 dans le système solaire externe avant que la sonde ne franchisse ses frontières. Malheureusement, la sonde n'a constitué une mosaïque d'images que d'un seul hémisphère, celui tourné vers Neptune. Le court transit ne permettait pas d'en faire davantage. Dès le premier regard sur les nombreuses photos, il est devenu évident. Le satellite est l'un des rares objets géologiquement actifs dans les confins du système solaire et sa surface est relativement jeune. Son âge ne dépasse pas 100 millions d'années. Triton tourne dans le sens inverse et se classe au 7e rang des plus grands satellites de son voisinage. On suppose que cet astre est un intrus provenant de la ceinture de Kuiper capturée plus tard par Neptune. La première surprise découverte par Voyager 2 fut la présence d'une atmosphère ténue autour de Triton. La couche de nuages au-dessus du satellite mesure environ 100 km. Les mesures ont montré que l'atmosphère est principalement composée d'azote, avec de petites traces de méthane et de monoxyde de carbone. Fait étonnant, sa pression, qui était d'environ 19 microbars au moment de la mesure par Voyager 2, a considérablement augmenté selon les données de 2010 et varie désormais de 40 à 65 microbars. La cause de ce phénomène reste inconnue. Que peut-on dire de la surface de Triton ? Elle est très inhabituelle. Pour le comprendre, même une brève rencontre de Voyager 2 avec cet astre a suffi. Il existe 12 types de reliefs sur la planète, des chaînes de cratères et d'étranges crevasses jusqu'aux vastes plaines et aux cryovolcans. Sur la photo présentée, on peut voir les taches sombres laissées par leurs éruptions. Près de l'équateur, la sonde a découvert un objet intéressant par sa forme et sa structure, ressemblant à un lac gelé d'environ 1 km de profondeur. À sa surface, on aperçoit un petit cratère d'impact. De telles formations peuvent indiquer que du liquide a existé sur Triton pendant des siècles. Actuellement, cet astre ressemble à un énorme bloc de glace de forme régulière, d'un diamètre de 2706 km. La température à la surface atteint l'incroyable valeur de moins 235 degrés Celsius, ce qui fait de cet astre le plus froid du système solaire. Il y fait tellement froid que même l'azote se dépose sur les pentes montagneuses de la vallée de ce mystérieux satellite sous forme de givre et de neige. Lors de la visite de Triton par Voyager 2, sa calotte polaire était vraiment immense et couvrait une grande partie de l'hémisphère sud.
Selon les données recueillies, elle est composée d'un mélange de glace d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Une autre question importante. À quel point l'hémisphère observé par la sonde est-il cratérisé ? Voyager 2 n'a recensé que 179 cratères, alors que sur Miranda, qui ne fait que 3% de la taille de Triton, on en a recensé 835. Ce fait, comme mentionné précédemment, témoigne d'une activité géologique importante du satellite de Neptune. La sonde interplanétaire a également découvert sur Triton quelque chose d'inhabituel et de mystérieux, à savoir une surface que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le système solaire. Il s'agit du Cantaloupe terrain ou région de l'écorce de melon. Qu'est-ce qui a provoqué la formation d'un relief aussi étrange ? Cet endroit est considéré comme la région la plus ancienne de Triton. La région est entièrement recouverte d'énormes structures pouvant atteindre 50 km de diamètre avec des bords assez lisses et élevés. Fait surprenant, ces dépressions se distinguent par une courbure évidente, contrairement aux formes nettes des cratères classiques. Il existe de nombreuses théories sur l'origine de ce type de relief, et l'une d'elles affirme qu'il serait lié à de puissantes éruptions cryovolcaniques qui auraient périodiquement inondé cette région, faisant fondre la croûte de glace. Plus tard, la matière se solidifiait et se fissurait. Les cryovolcans sont un phénomène inhabituel du point de vue de la science conventionnelle. Leur apparition n'est possible que dans des conditions de températures extrêmement basses, lorsque les montagnes émettent non pas des roches en fusion, mais de l'eau, de l'azote et d'autres substances, à la fois à l'état liquide et gazeux. Sur une image prise par Voyager 2, on voit l'une de ces éruptions à 45 minutes d'intervalle. Sur l'image floue, on peut distinguer un panache de particules s'élevant jusqu'à 8 km de hauteur et dérivant au gré du vent sur une distance d'environ 150 km. Mais où est donc l'immense Neptune, qui devrait régner sans partage dans le ciel de Triton ? La sonde a photographié la planète bleue. Ici, on voit clairement à quoi ressemble le géant gazeux depuis la surface du satellite. On peut même y distinguer l'ouragan global connu sous le nom de Grande Tache Sombre. La sonde Voyager 2 a accompli l'impossible. Les images prises ont permis aux scientifiques de créer une carte topographique relativement détaillée de la surface de ce lointain satellite. En particulier, l'atteinte de cet objectif a été grandement facilitée par l'image suivante, avec une résolution de 10 km. Mais tout finit un jour. Ainsi, la mission fructueuse de la sonde est inévitablement arrivée à son terme. Jetant un dernier regard d'adieu à Triton, l'appareil s'est littéralement envolé au loin, dans la nuit. Si l'on regarde cette image de manière impartiale, on pourrait penser qu'il ne s'agit pas de la lune de Neptune, mais de la nôtre. Voyager 2 a emporté à son bord un disque d'or contenant des enregistrements de la parole humaine, du grondement des volcans, du murmure du ressac océanique, des voix d'oiseaux et d'animaux, ainsi que des extraits musicaux célèbres. Mais sur Triton, il semble qu'il n'y ait personne pour écouter ces sons magiques. Bien que les astronomes supposent la présence sur ce satellite d'un véritable océan souterrain, semblable à celui qui, probablement, clapote sous la croûte d'Europe. Selon les estimations, sa température ne dépasse pas moins 97 degrés Celsius et l'océan est composé d'eau et d'azote. Il est vrai qu'il est peu probable qu'une vie ait pu apparaître dans un environnement aquatique aussi hostile. Néanmoins, Voyager 2 poursuit toujours sa route à travers l'obscurité profonde de l'espace et nous devrions réfléchir à la question suivante. Si aucune mission n'est organisée vers Triton dans un avenir proche, alors avec le temps, sous l'effet des forces de marée de Neptune, le satellite s'approchera progressivement de la planète, atteindra la limite de Roche et finira inévitablement par s'écraser sur sa voisine gazeuse. Dans ce processus, la Lune sera déchirée en morceaux et un système d'anneaux apparaîtra autour de Neptune, de plusieurs ordres de grandeur plus impressionnants que celui de Saturne. Dans ce cas, Voyager 2 restera la première et la seule sonde à avoir visité les confins du système solaire. Chaque fois que vous ouvrez YouTube pour regarder une nouvelle vidéo passionnante sur la chaîne Hubble, quelque part sur un autre continent, dans un autre pays, des scientifiques se travaillent sans relâche à élargir les horizons de l'univers. Vous ne pouvez même pas imaginer les phénomènes incroyables auxquels la science est confrontée ici et maintenant. Essayons donc de découvrir les événements les plus marquants de l'année passée et de répondre à l'une des grandes questions de l'humanité.
Quel mystère recèle notre vaste cosmos? La Lune se trouve à l'intérieur de l'atmosphère terrestre. En 2019, l'Institut russe de recherche spatiale a publié un article analysant en détail les données de l'observatoire de la NASA et de l'Agence spatiale européenne recueillies au cours des 20 dernières années. Sur la base de ces données, les scientifiques ont conclu que l'atmosphère terrestre pourrait s'étendre jusqu'à 630 000 km. Nous rappelons que l'endroit où l'atmosphère de notre planète se termine et où commence l'espace, la fameuse ligne de Kármán, était auparavant estimée à une distance de 10 000 km de la surface. La Lune se trouve à une distance de 384 467 km de la Terre. Cela signifie donc, techniquement, selon les nouvelles données, que le satellite naturel se trouve à l'intérieur de l'atmosphère de notre planète natale. Réseau cosmique. Chaque galaxie de l'univers est une sorte d'arrêt sur une longue autoroute de gaz connue sous le nom de réseau cosmique. Chaque route ou filament de cette autoroute intergalactique est composé d'hydrogène, vestige du Big Bang. Aux endroits où la concentration d'hydrogène est la plus élevée, des amas de galaxies se forment. Bien sûr, ce réseau est impossible à voir à l'œil nu, mais en octobre 2019, les scientifiques ont réussi à obtenir les premières images de cette structure colossale. En utilisant la faible lueur ultraviolette d'une galaxie lointaine comme source de lumière, l'image montre des filaments bleus d'hydrogène traversant l'espace sur une distance de 12 milliards d'années-lumière, reliant les galaxies blanches brillantes sur leur passage. Cette image incroyable aidera les astronomes à comprendre comment les premières galaxies se sont formées dans l'univers. De plus, c'est un excellent rappel que tout dans l'univers est interconnecté. Bouclier de plasma. Nous ne le remarquons même pas, mais à la frontière de notre système solaire, une bataille féroce se déroule en permanence. Le vent solaire brûlant entre en collision avec de puissants rayons cosmiques à la frontière appelée l'héliopause. Lorsque l'année dernière, les 2 sondes Voyager ont traversé cette région et sont entrées dans l'espace interstellaire, les astronomes ont constaté que l'héliopause n'est pas simplement une frontière symbolique. C'est un mur bien réel composé de plasma liquide qui dévie et dissout le pire des radiations. Ce bouclier de plasma, tel qu'il est décrit dans l'étude du 4 novembre 2019, peut détourner environ 70% des rayons cosmiques avant qu'ils n'atteignent notre système solaire. On peut dire sans hésiter que c'est un bouclier géant qui protège l'humanité. Les bulles de Fermi. Les bulles de Fermi sont 2 sphères de gaz à haute énergie qui se sont gonflées à partir des 2 pôles du centre de la Voie lactée, s'étendant dans l'espace sur 25 000 années-lumière. C'est la distance entre la Terre et le centre de la Voie lactée. On pense que ces bulles ont plusieurs millions d'années et qu'elles sont probablement liées d'une manière ou d'une autre à une gigantesque explosion du trou noir central de notre galaxie. Mais il y a relativement peu d'observations de cette partie de l'espace car ces objets ne sont généralement visibles qu'avec des télescopes gamma et à rayons X ultra puissants. Selon un rapport des scientifiques publié dans la revue Nature en septembre 2019, les astronomes ont vu ces bulles pour la première fois en ondes radio, découvrant qu'une grande quantité de gaz énergétique les traverse, assurant ainsi leur croissance continue. Principalement, cela est lié à d'énormes cheminées. Au centre de notre galaxie se trouve un trou noir supermassif. La gravité monstrueusement puissante de cet objet agit comme une colle qui maintient toute la Voie lactée. Dans une étude menée le 20 mars 2019, les astronomes ont observé des rayons X s'échappant du centre de la galaxie et ont découvert 2 cheminées de plasma surchauffé, s'étendant sur des centaines d'années-lumière dans des directions opposées. Les gigantesques conduits de fumée relient probablement le trou noir central à la base des bulles de Fermi. Il est possible que ce soit précisément ces conduits qui contribuent à la croissance lente mais régulière des bulles. Une planète près d'une étoile morte. Lorsqu'une étoile épuise son carburant, elle peut devenir une naine blanche. En fait, c'est le cadavre cristallin d'une étoile.
Si cette étoile avait des planètes en orbite autour d'elle, il est probable qu'elle soit détruite. Lors de la dernière phase d'expansion de l'étoile, la Terre sera probablement engloutie par notre Soleil dans les dernières années de son existence, ou bien elle sera absorbée par la forte gravité de la naine blanche. Cependant, au début du mois de décembre 2019, les astronomes ont pour la première fois découvert une planète intacte en orbite autour d'une étoile naine blanche. Cette planète, située à environ 2040 années-lumière de la Terre, effectue une révolution autour de son étoile morte tous les 10 jours. Cette étude apporte une preuve substantielle à la théorie selon laquelle les étoiles mortes peuvent retenir des planètes à proximité d'elles. Du moins temporairement. Tsunami solaire. Février 2019 a été marqué par une publication majeure dans la revue scientifique Scientific Reports. Un article entièrement consacré à l'expédition de la sonde solaire Parker au plus près possible du Soleil a révélé certains détails des phénomènes se produisant à la surface de notre étoile. Les auteurs parlent d'un double tsunami de plasma se propageant à la surface de l'étoile à une vitesse de 300 mètres par seconde dans les deux directions. Les tsunamis solaires, bien que théoriques, peuvent durer des semaines et se produire tous les 10 ans environ. L'univers s'étend plus rapidement que nous ne le pensions. Depuis le Big Bang, notre univers ne cesse de s'étendre. C'est un fait bien connu. Mais quelle est la vitesse de cette expansion et par conséquent, quel est l'âge exact de notre univers ? En avril 2019, un télescope a découvert des preuves que l'univers s'étend 9% plus vite qu'on ne le pensait auparavant. Il s'avère donc que l'univers est plus jeune que ce que nous pensions au départ. Il a environ 12,5 milliards d'années et non 13 milliards comme on le croyait. Cela crée immédiatement une grande contradiction car il existe des preuves directes que certaines étoiles ont plus de 13 milliards d'années. Comment ces étoiles ont-elles pu exister avant le Big Bang ? Il n'y a pas encore de réponse. Les nouvelles découvertes suscitent toujours de nouvelles questions. L'espace est sans limite, tout comme la curiosité humaine. Mars est le voisin permanent de la Terre. Il est logique que l'attention accrue de la communauté scientifique soit portée sur lui. Relativement peu d'appareils se sont posés sur sa surface rouillée, mais bien plus que sur les autres planètes du système solaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Phénix, qui n'a passé que 6 mois sur Mars, mais dont la contribution à l'étude de ce corps céleste est assez significative. Alors, commençons par le nom. Pourquoi la sonde a-t-elle un nom si évocateur ? L'appareil, tel l'oiseau mythique, a-t-il un jour ressuscité de ses cendres ? En fait, en 1999, la mission chargée d'étudier les régions polaires de Mars a lamentablement échoué. Lorsque l'autre appareil, Mars Polar Lander, a été construit, il a ironiquement hérité des défauts de son prédécesseur et a également été mis au rebut. Mais plus tard, il a été sorti de l'entrepôt et sur la base de l'ancien, une nouvelle sonde a été créée. C'est ainsi que la station interplanétaire a été ressuscitée, d'où le nom de la sonde martienne Phénix, qui est tout à fait justifié. Le fait que l'appareil n'ait pas été conçu à partir de zéro a déterminé son coût relativement bas de 421 millions de dollars. Qu'est-ce que l'appareil a vu de nouveau et d'inhabituel en atterrissant sur Mars ? Le voyage interplanétaire est une tâche difficile. C'est pourquoi les missions sont souvent accompagnées de difficultés imprévues. Phénix n'a pas été épargné non plus. Tout a commencé avec le lancement. Il a été reporté en raison des conditions météorologiques. Le lanceur Delta II a décollé avec 3 jours de retard. Plus tard, le 4 août 2007. Le vol s'est déroulé sans complications et le 25 mai 2008, l'appareil a atterri sur Mars, devenant ainsi la 6e sonde à avoir visité sa surface. Lors de l'atterrissage, Phénix a utilisé des parachutes pour ralentir, ainsi que les moteurs appropriés. Et malgré tout, la sonde est entrée dans l'atmosphère de la planète à une vitesse folle de plus de 5 km par seconde. Quoi qu'il en soit, l'atterrissage a eu lieu dans la zone prévue, au pôle nord de Mars. La trajectoire a été définie avec une telle précision qu'aucune correction n'a été nécessaire pendant le vol. Un satellite en orbite a capturé l'atterrissage. Cette photo unique a fait le tour du monde en un éclair. Malheureusement, l'atterrissage a été le seul point de la mission qui s'est déroulé sans accroc.
Pour le reste, Phoenix a été accompagné d'une série de mésaventures. Juste après l'atterrissage, l'appareil s'est éteint, mais après un certain temps, la communication a repris. Phoenix a finalement passé plusieurs heures à installer ses panneaux solaires. Dès la première session, l'appareil a envoyé sur Terre une photo informative. Il s'agit d'une plaine rocheuse recouverte de givre. La mission de la sonde était la suivante: préciser le climat de l'Arctique martien, déterminer si les régions polaires de la planète rouge sont propices à la vie et observer le processus de fonte des calottes glaciaires. L'appareil a-t-il atteint ses objectifs? Globalement oui, il a même su surprendre à plusieurs niveaux. Mais revenons au dysfonctionnement. Le deuxième problème, survenu immédiatement après le rétablissement de la communication, était l'impossibilité de libérer le manipulateur. Le bras métallique a été emballé dans un carénage spécial. Après l'atterrissage, Phoenix a cessé de recevoir des commandes de la Terre. Par conséquent, il n'a pas pu libérer le manipulateur pendant longtemps. Le 5 mai, grâce à la coordination avec la sonde orbitale Mars Reconnaissance Orbitée, l'appareil a réussi à le faire, et il a commencé à tester le module. Voici une photo de l'appel du manipulateur. Phoenix a été équipé d'une grande quantité d'instruments utiles. La sonde a été équipée d'un système optique, de plusieurs microscopes, d'un spectromètre avancé et d'une mini-station météorologique. Mais lors d'un test de routine, un court-circuit s'est produit dans l'un des circuits de l'analyseur de gaz, prolongeant la malédiction qui pesait sur cette mission tant éprouvée. Le mysticisme n'y est-il pour rien? S'agissait-il simplement d'un facteur humain? L'analyseur de gaz est un instrument clé à bord du Phoenix. Le module se compose de plusieurs fours dans lesquels les échantillons prélevés sont chauffés jusqu'à 1000 degrés Celsius. À partir des gaz obtenus, l'appareil doit extraire les substances organiques nécessaires à la formation de la vie. Mais lorsque le moment est venu de prélever des échantillons, le four de Phoenix a refusé d'accepter les mottes de sol martien, les jugeant trop grosses. Pendant des heures, la sonde a secoué le manipulateur au-dessus du filtre du four jusqu'à remplir le récipient de fragments de régolithe. Et maintenant, la question principale, Phoenix a-t-il trouvé de la vie sur Mars? À notre connaissance, non. La sonde s'est posée entre 65 et 75 degrés de latitude nord, dans le cratère Heimdall de 10 km. Pourquoi cet emplacement a-t-il été choisi? La région polaire est la moins étudiée sur Mars. La NASA a publié une carte où les zones avec la plus grande quantité d'hydrogène, l'élément principal de la glace d'eau, sont indiquées en violet. Il n'est pas surprenant que ce soit précisément dans ce désert lugubre où les précipitations ont probablement été enregistrées pour la dernière fois il y a plusieurs millions d'années que Phoenix, une fois activé, a creusé une tranchée de 5 cm de profondeur et a découvert de la glace sublimée sous le sol. C'est l'une des découvertes majeures de la mission. De plus, l'appareil a réussi à détecter du magnésium, du chlore, du potassium, du sodium et à déterminer l'acidité du régolithe. Elle correspond au niveau terrestre des sols légèrement alcalins. En général, les sols de l'Arctique martien ressemblent à ceux des vallées sèches de l'Antarctique. Mais le 1er août 2008, un événement encore plus extraordinaire s'est produit. La NASA a annoncé publiquement « La sonde Phoenix a découvert de l'eau dans des échantillons de sol martien ». C'était une véritable percée. William Boynton, collaborateur de l'Université de l'Arizona, a souligné que, pour la première fois, on pouvait toucher et voir l'eau martienne, et non simplement supposer sa présence. Cependant, la découverte suivante a refroidi l'enthousiasme des scientifiques. Des perchlorates ont été trouvés dans le sol martien. Ce sont des sels d'un acide monobasique toxique pour les êtres vivants terrestres. Que signifie ce fait? Il indique que des organismes de type terrestre ont peu de chances d'avoir jamais existé sur Mars. Cependant, il est possible que les perchlorates, présents dans le carburant des fusées, aient été introduits sur la planète par la sonde. En plus des recherches, l'appareil transmettait des panoramas des paysages diurnes de Mars. La nuit, Phoenix dormait paisiblement car il fonctionnait à l'énergie des panneaux solaires. Voici par exemple une photo d'un endroit situé sous la surface. À l'intérieur de la scène photographique où Phoenix observait, on trouve un panorama de Mars. C'est une région rocheuse qui s'étend jusqu'à l'horizon. D'ailleurs, au début, l'appareil utilisait une mémoire flash pour stocker les données. Mais après une panne, lorsque Phoenix a envoyé la même photo 45 000 fois de suite sur Terre, la sonde a commencé à transmettre les informations dès leur réception. Phoenix a également étudié le régolithe martien, qui a été observé d'aussi près pour la première fois.
Mais l'image la plus exceptionnelle de toute la mission a été celle du Soleil se levant au-dessus de la plaine martienne morte. Mais tout finit un jour. La mission s'est terminée le 2 novembre 2008. À ce moment-là, la Terre n'a plus reçu de signaux de Phénix. Une tempête de poussière, enregistrée le 11 novembre, a définitivement mis l'appareil hors service. En 2010, un satellite de reconnaissance a envoyé une photo de la sonde dans un état déplorable. L'appareil n'a pas survécu à l'hiver martien. L'un de ses panneaux solaires s'est cassé sous le poids de la croûte de glace. Il est devenu évident que la mission ne pouvait pas être reprise. Mais il ne reste pas que des débris de Phénix sur Mars. L'appareil était également équipé d'une anthologie numérique de science-fiction. La conception, le vol, l'atterrissage et la fin de Phénix rappellent un thriller de science-fiction, surtout si l'on considère qu'il y a à peine 100 à 150 ans, la présence d'appareils terrestres sur une autre planète aurait été considérée comme un véritable miracle. On ignore si les pommiers fleuriront un jour sur Mars, mais désormais on sait qu'il y a de l'eau pour les arroser. L'univers a-t-il une raison d'être ou un but ? Un tel intérêt est naturel pour un être raisonnable, car c'est le plus grand mystère que nous ne sommes pas encore capables de percer. Schopenhauer a dit un jour « Celui qui ne s'intéresse pas à la question de l'univers souffre de débilité mentale ». Cette déclaration est peut-être trop catégorique, mais elle a du sens. Alors, l'univers a-t-il un but ? Tout d'abord, il faut noter qu'un but doit être fixé par quelqu'un de conscient, doté de raison. Ainsi, la science n'utilise généralement pas ce concept et préfère les relations de cause à effet. Donc, si quelque chose apparaît, une cause doit l'avoir précédé. La nature humaine est telle que les gens veulent tout humaniser autour d'eux. Le prédateur qui fonce sur sa proie, la pierre qui vole à toute vitesse. L'homme a l'impression que tout cela a un but. Le lion veut faire du mal, le rocher veut tomber sur la tête. Dans les moments de danger, nous ne pensons pas à la complexité des instincts codés chez l'animal sauvage ou à la force de gravité qui a fait tomber la pierre. L'anthropomorphisme aide l'espèce Homo sapiens à survivre. Même les scientifiques tombent souvent dans des tournures comme les animaux ont essayé de développer cela au cours de l'évolution, ou le système d'unité tend vers zéro. Mais tout cela n'est qu'un jeu de mots. La même situation se présente avec la prétendue destinée de l'univers, alors qu'il est fort probable qu'il n'y ait aucun but à son existence. Pour ceux qui contestent cette affirmation, prenons comme axiome que le but de l'univers est de nous créer, nous, les rois de la nature et le sommet de l'évolution. Mais rappelons-nous quand notre planète est apparue et quand la vie y est née. Que s'est-il passé durant cette période ? Sur Terre, seul un volcan pathologiquement paresseux ou un astéroïde passif n'a pas essayé de tuer la vie. Les autres facteurs mortels ont très efficacement détruit les organismes dans toute leur diversité. Donc, si le but de l'univers est de créer des organismes vivants, il a trouvé une façon très particulière de le prouver. Réfléchissez-y, la vie sur Terre, et même dans toute la galaxie, peut s'éteindre en un instant. Donc, l'univers continuera d'exister mais sans but ? Comment la religion répond-elle à la question « Pourquoi l'univers existe-t-il » ? La réponse est souvent que le but du monde est d'inculquer à l'homme humilité, soumission et volonté du Créateur. De nombreux scientifiques, comme Lawrence Maxwell Krauss, physicien américain, ou Richard Dawkins, biologiste évolutionniste anglais, penchent pour l'idée que les théories théologiques ont été inventées pour apaiser la conscience humaine. On dit que nous avons pour but de servir Dieu, le Créateur, l'artisan. On peut l'appeler comme on veut. Le sens ne changera pas pour autant. Les adeptes de toute religion répandue estiment qu'un Créateur tout-puissant a créé l'univers à partir de rien. Mais alors, Dieu aurait dû, au départ, se poser la question « D'où suis-je venu moi-même » Peut-être que quand les étoiles écriront clairement « Je suis ici dans le ciel sombre », il faudra alors revenir à cette conversation. Alors, laissons la question ouverte. Quel est le but de l'univers du point de vue des philosophes ? On considère que la réalité, quelle qu'elle soit, est l'exact opposé du néant, quelque chose plutôt que rien. La philosophie s'exprime sur cette question ainsi. La réalité existe parce qu'elle existe. C'est possible dans l'espace et le temps. Un objet qui n'a pas de cause est autosuffisant. L'univers est autosuffisant. Jim Mold répète souvent dans ses conférences que nous ne voyons qu'une infime partie de la réalité. Le monde est sûrement bien plus vaste et diversifié.
Par exemple, l'ensemble des lois physiques auxquelles nous sommes habitués peut être totalement inutile dans une réalité alternative, car d'autres lois y sont en vigueur. Même pour les adeptes de diverses religions, l'univers se présente différemment. Pour les chrétiens, c'est un lieu où les épreuves forgent les qualités spirituelles. Pour les bouddhistes, le but de l'univers est le détachement des désirs et l'accès au nirvana. Alors, quel est le véritable sens de l'univers et existe-t-il vraiment ? Malheureusement, ce domaine soulève encore de nombreuses questions sans réponse satisfaisante. Il y a un autre aspect du problème de l'existence de l'univers et il est assez inattendu. Récemment, des physiciens du CERN ont mené une étude qui a prouvé qu'en réalité, l'univers ne devrait même pas exister. Pour un profane, cette conclusion peut être illustrée de la manière suivante. Une personne regarde une pomme. Il la voit clairement. Mais le département de physique dirigé par le doyen affirme unanimement que le fruit n'existe pas. Pourquoi les scientifiques nient-ils l'évidence ? Des mesures des propriétés magnétiques du proton et de l'antiproton ont été effectuées, et les résultats ont stupéfié le monde scientifique. On a constaté que les particules ont exactement les mêmes caractéristiques. Cela signifie que les propriétés proposées de l'univers né de la singularité sont incorrectes. Donc, le Big Bang, c'est une pure fantaisie sortie d'une imagination enfiévrée ? Comme on dit, échec et mat. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme aimait le dire Carl Sagan. Mais un fait est une chose têtue. Pendant que l'humanité erre aveuglément sans comprendre, sans même soupçonner pourquoi le monde dans lequel elle vit est apparu. Peut-être vaut-il la peine de se rappeler que, parmi la multitude de liens génétiques dont le nombre oscille entre un Google et un Googleplex, est apparue une créature unique, l'homme. Nous sommes différents. Nous existons, nous pensons, nous créons dans l'immensité d'un univers apparu sans raison. N'y a-t-il vraiment aucun sens à cela ? Rappelez-vous, chacun de nous est un gagnant à la loterie cosmique, et c'est pour cela que la chaîne Hubble félicite tous les spectateurs.